Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque jour dans les témoins d'outre-mer. Ce soir, nous allons parler de l'autisme chez l'enfant et nous écouterons vos témoignages et vos questions postées sur eltom.fr. Nous irons en Guyane, en Nouvelle-Calédonie et en Martinique. Et comme chaque soir, Andy sera à mes côtés pendant l'émission. Bonsoir Andy. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Alors je vais vous parler d'une web série au service de l'autisme et d'une application adaptée aux enfants ayant des troubles autistiques. Restez avec nous. Au menu également ce soir de la cuisine avec Louise Denisot. Bonsoir Louise. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Et bien ce soir je vous propose une recette de tea time voyageur entre l'Angleterre et les Antilles. Dans la deuxième partie de cette émission, on retrouvera Sébastien Thème pour la culture. Bonsoir Sébastien. Salut Sonia, ce soir on s'engage contre les violences faites aux femmes à l'occasion des premières assises consacrées à la situation dans les Outre-mer. Et puis l'évasion et le voyage, comme chaque soir également avec Guilhem de Prévoisin. Où nous emmenez-vous ce soir, Guilhem? Ce soir, je vous emmène en Martinique, Sonia, à faire la connaissance d'Elodie et Andrew, des accros du voyage avec une spécificité, voyager avec un bébé, plein de conseils très pratiques pour s'évader en famille. Et puis Florelle Manda pour nous parler de l'actualité des médias. Bonsoir Florelle. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois ce soir Tiga, la présentatrice de Riding Zone sur France O et nouvelle recrue de l'émission Échappée belle sur France 5. Voilà donc pour le menu du jour, nous sommes ensemble pour une heure d'émission. Les témoins d'outre-mer, ça commence maintenant. Alors c'est tea time aujourd'hui. Oui, aujourd'hui ça va être goûter ou tea time, comme on veut. C'est une recette d'ailleurs qui peut plaire aux enfants aussi beaucoup puisqu'on va faire des scones. Alors les scones c'est une spécialité anglaise et écossaise, Oui. et irlandaise aussi, pour voir ces personnes. C'est un peu une sorte, c'est entre le petit pain et le cake. Voilà, c'est un petit gâteau rond qu'en général on sert avec du beurre salé, de la confiture ou de la crème et de la confiture pour accompagner le thé. Et c'est une recette vraiment toute simple. Pour la réaliser, on a besoin de farine. Alors j'ai pris ici de la farine à gâteau, donc qui contient déjà de la levure. Sinon, on peut ajouter un petit sachet de levure. Ça marche aussi. Et puis dans les scones, il y a très peu de sucre. Ici, j'ai la quantité pour faire aussi un petit accompagnement, une confiture. Mais on va mettre juste 2 cuillères à soupe de sucre dans la farine, un tout petit peu de beurre, 50 grammes de beurre. Voilà, ce sont des petits gâteaux qui sont assez légers, qu'on peut aussi préparer à l'avance, congeler et juste réchauffer au four au moment de les manger. C'est très agréable parce que c'est bon chaud. Et puis pour aromatiser et aussi donner une consistance particulière à ces scones, je vais utiliser un ingrédient mystère qui se trouve sous cette cloche. Alors il va être assez important parce qu'il va rentrer dans la préparation des scones et puis ça va aussi nous servir d'accompagnement des scones. Voilà, donc c'est un fruit qu'on va utiliser mixé dans la pâte et confit pour servir à côté. C'est un fruit qui vient du Mexique originellement, mais qui est cultivé dans les Antilles depuis le XVIIe siècle et qui a été aussi amené par les Portugais en Malaisie et en Asie. Enfin, on en consomme beaucoup. Et c'est un fruit qu'on mange à la fois en version salée et sucrée, selon qu'il soit mûr ou pas trop. Voilà, c'est un fruit qu'on peut manger vert ou bien mûr. C'est la banane? Non, alors oui, ça marche. Ça aurait pu marcher aussi la banane. Ça n'est pas la banane, dommage. La papaye? Oui, la papaye. Voilà. La papaye. Andy est très fort à ce petit jeu. Ben voilà. Pour souffler, je suis très fort. Donc ici, on a de la papaye papaye mûre, puisqu'on va l'utiliser en dessert. Pour les desserts, on utilise plutôt la papaye mûre, donc avec sa chair orangée qui doit être souple sous le doigt. Et on peut la manger aussi, bien sûr, verte. Donc c'est un fruit spino de variété, c'est juste le fruit qui n'est pas à maturité. En salade, vous connaissez sans doute, qu'on utilise aussi beaucoup dans la cuisine asiatique. Donc là, vous l'avez choisi bien mûr. Là, j'ai choisi bien mûr et je vais utiliser une partie de la papaye réduite en purée pour mettre dans la pâte des scones. Habituellement, on utilise du lait pour faire le liant de la pâte. Là, je vais utiliser un tout petit peu de lait et surtout de la purée de papaye fraîche. Ça va donner une consistance très onctueuse aux scones et puis un petit parfum, évidemment, et une couleur aussi. Voilà, ça a tous les avantages. Et l'autre partie de la papaye, je vais la confire dans du sucre et de l'eau. C'est une recette qui se fait beaucoup en Colombie. On appelle ça dulce de papaya. Voilà, c'est donc tout simplement de la papaye confite. Et puis je vais servir avec du beurre, je vous le disais, beurre et confiture. Du beurre qu'on va aromatiser avec du zeste de citron vert. Eh bien, c'est parti. Louise, on va la suivre tout au long de cette émission, cette recette. Et nous, on va commencer avec notre grande discussion du jour qui est donc consacrée, je vous le disais, à l'autisme chez l'enfant. L'autisme qui concernerait aujourd'hui 1% de la population. Et pourtant, on va le voir, le retard de la France est immense. Quelques chiffres pour poser le débat d'abord et puis on en parle juste après avec nos invités.
En France, on estime à 700 000 le nombre de personnes touchées par l'autisme, dont 100 000 jeunes de moins de 20 ans. Longtemps considéré à tort comme une maladie psychiatrique, l'autisme est un trouble sévère et précoce du développement qui apparaît avant l'âge de 3 ans. Il se caractérise notamment par des troubles de la communication et du comportement, par une perturbation des relations sociales et des centres d'intérêt ou des activités obsessionnelles. Plus de 800 gènes impliqués dans l'autisme ont déjà été découverts. En 2016, seuls 30 000 enfants autistes étaient scolarisés et les soins à la charge des familles sont coûteux. 3 000 € de reste à charge en moyenne chaque année et jusqu'à 10 000 € pour les familles les plus impactées. Alors comment repère-t-on l'autisme chez un enfant ? Comment favoriser son inclusion à l'école et dans la société ? On en parle tout de suite sur le plateau d'Eltom. Docteur Aline Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédopsychiatre à l'hôpital Robert Debré à Paris, spécialiste des troubles du spectre de l'autisme. Elisabeth Tchoungi, bonsoir. Bonsoir Sonia. Vous êtes journaliste, les téléspectateurs vous connaissent bien évidemment puisque vous faites partie de la grande famille d'Eltom. Vous êtes également écrivaine, Elisabeth, et votre dernier ouvrage est un récit, Le jour où tu es née, une deuxième fois aux éditions Flammarion, le récit du parcours de votre fils Alexandre, aujourd'hui âgé de 10 ans, diagnostiqué autiste Asperger à l'âge de 5 ans après une longue errance médicale. Vous allez nous raconter ça. Enfin, Roselyne Roy-Jatvar, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association guyanaise Atipa Autisme, une association que vous avez fondée suite au diagnostic de votre fils Antoine, qui est aujourd'hui âgé de 16 ans. On commence d'abord, Andy, avec la question du jour. Alors la question du jour est celle-ci. Pour vous, l'autisme, c'est surtout quoi ? Et sur les 3 propositions qu'on vous a laissées, vous nous avez répondu à 40%. C'est une intelligence particulière. 39%, une perception du monde différente. Et 21%, un contact très difficile avec les autres. Alors, on va déjà essayer d'y voir un petit peu plus clair. L'autisme, ce n'est pas une maladie. On parle d'un trouble du développement. On parle de plus en plus d'une différence de fonctionnement du cerveau, d'une autre intelligence. Globalement, Aline Lefebvre, l'autisme reste encore mal connu dans la population. C'était quoi, là, la bonne réponse ? S'il y en avait une. Les 3 en général. Les 3 ? Ouais. Ce qui est curieux, c'est qu'il y ait moins, justement, le pourcentage, c'est 21% sur la communication. 21%, un contact très difficile avec les autres. Okay. Donc les 3 réponses étaient valables. Alors la France a énormément de retard dans le dépistage et la prise en charge des troubles autistiques. La première difficulté, et on s'en rend bien compte en lisant votre livre, Elisabeth, c'est le diagnostic, puisque ce jour où votre fils est né une deuxième fois, c'est le jour où le nom est enfin posé sur ces symptômes que vous perceviez depuis des mois et ce parcours de la combattante que vous racontez dans la première partie du livre. Racontez-nous ça. Absolument. La difficulté du diagnostic. Effectivement, il a fallu plus de 18 mois pour poser le bon diagnostic. Et j'ai vu 12 sachants, c'est le 12e qui a diagnostiqué Alexandre, ça signifie que les 11 autres se sont plantés. Je les appelle sachants de manière très ironique parce que ce sont à chaque fois des médecins ou des personnes du monde médical très dogmatiques qui sont persuadés d'avoir raison et persuadés que vous avez tort. Et le plus nuisible a été celui qui a déclenché le livre. C'est un pédopsychiatre officiant dans un très grand hôpital pour enfants de France. Le numéro 8. Déjà numéro 8, voilà, que je vais voir en ayant fait mon enquête journalistique, en voyant bien les symptômes, en disant, écoutez, je pense que mon fils est autiste Asperger. Et il me répond, au bout d'une séance, mais non, madame, regardez, il n'est pas autiste. Il rentre en contact avec moi, il parle. Donc déjà, incompétent. Et deuxième rendez-vous, il se tourne sa Kalachnikov vers moi. Et alors, l'accouchement s'est mal passé. Peut-être vous avez eu du mal à créer le lien. Tout ça pour dire, en fait, que pour moi, si la France a énormément de retard dans la prise en charge, c'est parce qu'il y a un lobby psychanalytique très fort. Or, on sait aujourd'hui que la psychanalyse ne sert à rien dans l'accompagnement de l'autisme, mais ce lobby est tellement fort qu'il peut... voilà, c'est comme ça que des enfants ne sont pas diagnostiqués. Donc, c'est un message déjà à faire passer aux parents. C'est si vous allez voir un professionnel, que vous avez un doute et que ce professionnel commence par vous dire, vous, mère, que c'est de votre faute, changez, ne perdez pas de temps. Premier message très pratique. Aline Lefebvre, qui faut-il aller voir quand on soupçonne des troubles autistiques chez son enfant ?
Ouais, techniquement, quand on a des soupçons ou des choses, parce que moi je suis plutôt partante du fait que les parents souvent connaissent très bien leurs enfants, que des fois effectivement la première expérience d'enfant, le premier enfant, c'est des fois un petit peu compliqué de comparer, mais on a aussi des proches, des amis qui peuvent nous interpeller sur certaines choses. Techniquement, normalement, le premier interlocuteur, c'est le médecin généraliste ou les médecins pédiatres, notamment dans les PMI, et aussi via le carnet de santé, où on voit les choses sont écrites dessus, l'évolution, les apprentissages, les compétences. Normalement, on peut avoir énormément d'éléments dessus, déjà, rien que sur le carnet de santé. Mais est-ce que les médecins généralistes aujourd'hui en France et les psychiatres et les pédopsychiatres ont reçu une formation pour pouvoir repérer ces symptômes? Techniquement, oui. Il y a des formations qui sont de plus en plus développées au niveau des universités, dans les facultés de médecine. C'est des choses qui se connaissent de plus en plus, qui sont décrites de plus en plus aussi, parce qu'avant, on connaissait mal aussi. Il y a ça qui est là. Et puis, aujourd'hui aussi, on a les centres ressources autisme qui sont implantés partout en région. Et donc, c'est vrai que moi, il faut vraiment inviter les parents à faire aussi la demande au centre ressources autisme quand ils ont un doute, pour pouvoir avoir effectivement un diagnostic plus spécialisé. Alors, je peux témoigner quand même en tant que présidente d'association qu'il y a un système, et ayant participé aussi au plan autisme au niveau de la Guyane, il y a vraiment quelque chose qui est très cadré. C'est-à-dire qu'il y a 3 étages de repérage. On ne peut pas aller directement dans un centre ressources autisme parce qu'ils sont chargés, eux, du diagnostic complexe. Il y a 3 étages. Normalement, ce sont les médecins traitants, et on peut témoigner aussi en tant qu'association que seulement un tiers connaît l'autisme. Oui. Seulement un tiers est formé à l'autisme, et qu'une des priorités, on en parlait récemment, enfin même en plus haut lieu, le plan autisme, il est quand même assez bien fait, et c'est une des priorités, la formation, ce repérage, le repérage précoce, c'est une des priorités de ce plan autisme. Sauf que sur le terrain, moi, donc en tant que parent moi-même et présidente d'association, parce que j'ai les parents qui viennent auprès de moi, c'est-à-dire qui disent voilà, il y a un doute, il y a une suspicion, où je vais, le médecin, même expérience, le médecin dit non, c'est pas ça, etc. Comme chaque enfant se voilà, développe à son attendez, rythme, ne vous inquiétez pas. C'est ça. Il y a un problème de formation des médecins. Ça va venir tout seul. Et donc effectivement, par exemple sur la Guyane, on a organisé des formations au repérage précoce, mais les gens, les professionnels s'y précipitent. Normalement, ce repérage précoce doit être fait chez tous les professionnels de la petite enfance. Mais vous pouvez interroger des infirmiers, y compris des médecins. La plupart n'a pas eu de formation à l'autisme, c'est-à-dire et aux nouvelles prises en charge de l'autisme. Donc c'est un travail qui est en train de se faire. On est dans quelque chose qui est compliqué, parce que normalement les centres ressources autisme ou les centres experts, les centres de référence sont des centres qui sont là quand on ne sait pas, qui sont normalement niveau 3. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est quand même 1% de la population. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que les généralistes, aujourd'hui, ils ont les connaissances pour diagnostiquer le diabète, pas mal de troubles de la vie quotidienne, et ils ne font pas référence systématiquement à un endocrinologue pour pouvoir se permettre de poser tel ou tel diagnostic. Et donc, le but aujourd'hui, c'est de pouvoir tendre vers ça, parce qu'on est à plus d'1%. Maintenant, on parle presque une personne sur 60 dans les troubles du spectre de l'autisme. Et tous les centres ressources autisme n'ont pas la capacité d'accueillir autant de demandes quotidiennement. Et à la limite, on a un rendez-vous dans un an plus tard. Donc c'est déjà du temps perdu dans la course contre la montre. Leur expertise est faite pour le diagnostic complexe. Pour le diagnostic, l'orientation. Et normalement, ce repérage devrait être fait au Là, niveau ce qui se passe, c'est qu'ils font niveau 1, en fait. C'est ça. Et d'où le blocage et d'où la durée. Nous sommes en direct avec Samantha Larzabal, une membre de votre association, Roselyne, maman d'un petit garçon de 3 ans. Je crois, Samantha, que votre petit garçon est actuellement en cours de diagnostic avec une suspicion d'autisme. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qui vous a mis sur la piste de l'autisme? Quels sont les symptômes qui vous ont alerté? C'est difficile d'être mis sur la piste de l'autisme quand on ignore justement à ce sujet.
Mais par rapport aux différents contacts que j'ai déjà eus avec des enfants au préalable, j'ai remarqué que mon fils Nathanaël était vraiment différent. C'est-à-dire que les voitures, il les mettait à l'envers et puis il tournait les roues. Il était intéressé par l'ouverture et la fermeture des portes. Donc il pouvait claquer les portes une dizaine, une quinzaine de fois dans la journée, etc. Rester devant le ventilateur et suivre le mouvement de l'ordinateur, du ventilateur, pardon, ou encore de la machine à laver, puisqu'il en est passionné. Les interrupteurs, la lumière, la climatisation, le moteur de la climatisation avec son ventilateur interne. Donc ce sont toutes ces choses-là et le fait que Nathanaël ne verbalisait pas, il ne nous interpellait pas de papa, pas de maman, pas de pourquoi, pas de demande particulière, pas de pointage. Et du coup, ce sont cet ensemble d'événements qui en fait nous poussaient juste à penser, il est quand même différent des autres, il ne fonctionne pas comme les autres enfants de la famille. Et c'est une crise qu'il a eue chez le pédiatre de la PMI, qui a commencé à lever la suspicion, du moins à la clarifier, dans le sens où il a eu un excès de colère du début à la fin de la consultation. Il ne voulait pas qu'elle l'approche. Et elle avait écrit un courrier pour que l'on puisse s'adresser au pédopsychiatre d'une structure ici à Cayenne, qu'on est allé voir et qui nous a dit, en effet, de prime abord, sans avoir vu l'enfant, mais non, c'est parce qu'il est d'une culture bilingue et donc c'est normal qu'il ait un retard de langage. Et il faut lui laisser le temps à cet enfant. En plus, comme il allait en PMI, c'était pour une piqûre, donc c'était pas forcément agréable. Donc vous voulez aller trop vite, donc pas de suspicion particulière, restez tranquille. Et cela nous a fait perdre 1 an, puisque ça c'était l'année dernière. Donc mon mari était très content d'avoir cette nouvelle en disant tu as vu, il n'a pas de problème, allez, on continue notre vie. Et cette année, donc on n'a pas pu le scolariser parce qu'il n'est pas encore propre, parce qu'il ne communique toujours pas suffisamment. Et du coup, on part dans un diagnostic. Et c'est grâce à l'association que j'ai connue dans une conférence sur l'autisme chez l'adulte et que j'ai rencontré la vice-présidente, que j'ai pu savoir quel chemin mener, puisqu'au CRA, en effet, de prime abord, on m'a dit on ne peut pas vous recevoir, il faut aller au CSMI. Non, au CSMI, on ne peut pas vous recevoir parce qu'on ne traite pas l'autisme, il faut aller au CAMS. Au CAMS, on va vous rappeler. On me rappelle et on me dit on va vous donner un rendez-vous pour décembre 2019. Je dis oui, mais on est en janvier. En attendant, je fais quoi ? Donc, du coup, en attendant, je fais quoi? J'ai pas de solution. Donc, on passe par le libéral. Mais bien entendu, cela occasionne des frais qu'on n'avait pas envisagés, qui ne sont pas toujours remboursés. Il y a une avance de frais pour certains professionnels et pour d'autres, soit la famille elle a les moyens, soit elle ne sait pas trop comment fonctionner. Et d'où le fait que l'association fonctionne pour donner une orientation aux parents sur comment commencer à travailler avec son enfant, même si on n'a pas encore un diagnostic. Merci beaucoup Samantha d'avoir été avec nous dans cette discussion. On a beaucoup acquiescé. Je vous le dis, vous le voyez pas forcément, mais autour du plateau, pendant que vous racontiez votre histoire, ça commence, Elisabeth, avec les symptômes. Oui, effectivement, Samantha a tout dit, vraiment. Ouais. C'est-à-dire, on a parlé de cette errance de diagnostic auquel on est tous confrontés. Elle a parlé de cette course contre la montre, parce qu'on sait que la plasticité cérébrale est optimale chez les enfants. Je parle sous contrôle d'un médecin jusqu'à l'âge de 10 ans. Enfin, voilà. Enfin, plus tôt, c'est tout l'enjeu du diagnostic précoce. Plus grands sont les progrès. Et donc, voilà, il y a ce parcours d'errance. Il y a effectivement... la double peine quand on n'a pas les moyens. Moi, j'ai eu la chance, je le dis dans ce livre, de passer intégralement par une prise en charge privée pour gagner du temps, mais parce que nous avions les moyens de le faire. Et d'être sur Paris. Et d'être sur Paris aussi. Oui, d'être à Paris aussi, donc d'avoir un accès aux spécialistes, à des gens formés sur l'autisme. Et juste, c'est important de se mobiliser, parce que je voudrais juste revenir une seconde, ça m'a fait plaisir le résultat du questionnaire, parce que oui, ces enfants, c'est d'abord une intelligence particulière, une façon différente de voir le monde. Et ces enfants-là peuvent être utiles à toute la société et devenir des adultes autonomes. Mais pour ça, il faut qu'ils soient en prise en charge très tôt. Juste intelligence particulière. Je vous donne juste un exemple. Mon fils a une mémoire calendaire. Si vous lui donnez votre date de naissance, il va vous dire le jour de la semaine où vous êtes né. Voilà, c'est ce qu'on appelle effectivement des douances, et c'est bien aussi effectivement le regard qui a été posé, l'analyse qui a montré sur le
j'y arriverai, sur la définition de l'autisme. Je voulais quand même y revenir parce qu'il y a une définition très précise internationale. C'est effectivement une neurodifférence. Et il y a même, enfin, ailleurs, il parle de neurodivergence, c'est-à-dire qu'il se revendique comme étant autiste. Et donc, mais il y a vraiment la définition qui est trouble de la sociabilité, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas nos codes et qui sont quelquefois effectivement très très bizarres. C'est-à-dire qu'un autiste à qui on fait ça, il dit mais pourquoi tu agites la tête comme ça, etc. C'est un code social. Voilà. Lui, quand il écoute, pas souvent, certains se décrivent comme ça. Et le deuxième critère international étant les intérêts spécifiques qu'elle a bien décrits, c'est-à-dire regarder 15 fois, moi c'est le même petit clou, mais ces intérêts spécifiques, ça peut être les mathématiques pour Einstein, la musique pour Mozart, ou les Pokémon pour l'inventeur de ce qui avait complètement des intérêts restreints, qui sont tous avec des TSA maintenant, qu'on considère comme étant, et c'est la preuve aussi, et Alan Turing aussi sur l'ordinateur, sans ces neurodivergents, sans ces neurodivers, il n'y aurait pas toutes les inventions qui existent ici, parce que c'est cette différence, effectivement. Voilà. Et la chance que nous avons, nous, et c'est pour ça que peut-être sans doute on partage, que vous écrivez et que j'ai fait cette association, c'est qu'effectivement, on a pu prendre en charge nos enfants et les mener parce que sur le plan, l'institution n'offrait pas ces prises en charge spécifiques, je tiens à dire comportementales, pas psychodynamiques, scientifiques, et pas du tout dans l'appréciation, dans la maman frigo, etc. Je vais vous laisser parler. Et grâce à cette prise... Je sais que vous avez beaucoup de choses, à dire. Non, j'allais rajouter que grâce à cette prise en charge précoce que vous avez pu proposer à votre fils, il s'apprête à rentrer à l'université. On va parler de l'école dans quelques instants. D'abord, Andy, vous vouliez nous parler d'une web-série. Oui, je voulais vous parler d'une web-série qui s'appelle Tout s'arrange. Alors, c'est une web-série destinée aux troubles chez l'enfant et en particulier ceux qui sont atteints d'autisme. Alors, la question que s'est posée Tout s'arrange sur ces vidéos, c'était, voilà... ces vidéos s'adressent aux 8-12 ans et aussi aux adultes qui souhaitent savoir comment faire. Ces contenus pédagogiques sont utiles pour mieux comprendre, s'entraîner et jouer autour des compétences sociales. Alors, vous pouvez découvrir d'ores et déjà certains épisodes, mais sachez que tous les épisodes seront en ligne le 2 avril pour la journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. Je vous laisse découvrir un petit extrait. Bonjour Zoé. Bonjour Tom. Aujourd'hui, chef. votre mission concerne Dan. Dan a 11 ans, c'est un garçon très sérieux, calme et discret. Il est nouveau dans la classe et ne sait pas toujours comment aborder ses camarades. Et là, justement, ça bloque. Alors, vous êtes prêts? C'est parti, les amis. Je joue à quoi dans la cour? Dans mon ancienne école, on joue tout le temps au foot. Regarde Tom assis dans le fauteuil là-bas. Son ampoule est éteinte. Bien vu. Pourquoi d'après toi? Parce qu'il est dans ses pensées et ne nous écoute pas. Et si tu essayais d'attirer son attention? Tom? Dan? Sacha, tu sais, dans mon ancienne école, on jouait tout le temps au foot. Ça te dit qu'on y joue? Pour entamer une conversation, je m'assure d'avoir son attention. Je me mets devant lui et je le regarde. Je l'appelle par son prénom. Je lui touche le bras ou l'épaule. Alors voilà, vous avez différents épisodes comme ça qui vous expliquent différentes problématiques qui peuvent arriver. Alors sur cette saison 1, vous pouvez découvrir déjà 8 fictions. On a aussi la petite vidéo avec Vera qui va apprendre à chercher ses propres ressources pour supporter les situations ennuyeuses. Et on va lui expliquer qu'en prenant en photo des lieux qu'elle aime, elle va pouvoir se ressourcer avec ses photos pour essayer de réussir à retrouver son calme. Alors voilà, donc je vous laisse découvrir ce site qui est extraordinaire et qui pourra apprendre pas mal de choses à pas mal de parents et d'enfants. Après le diagnostic, l'autre gros enjeu, c'est l'inclusion scolaire. On a commencé à en parler et la France est là aussi extrêmement en retard puisqu'on estime que 80% des enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique n'ont pas accès à une scolarité ordinaire. Or, c'est absolument fondamental pour eux, ça on peut déjà le dire. D'avoir une scolarité en milieu ordinaire, c'est-à-dire vraiment dans une classe classique avec plutôt l'idéal serait d'avoir des AVS spécialisés, des auxiliaires de vie scolaire spécialisés dans les troubles du spectre de l'autisme et d'être intégré dans une classe classique avec des enfants qui ne sont pas atteints de troubles du spectre de l'autisme, entre autres. Mais en tout cas, voilà. Et effectivement, c'est pas, on en est encore loin, assez loin.
L'inclusion scolaire, ça signifie que c'est le système éducatif qui doit s'adapter à l'enfant et pas l'inverse. La clé, c'est l'accompagnement. Vous avez parlé des fameuses AVS. Après, il y a d'autres types d'aménagements scolaires qu'on peut mettre en place qui vont être adaptés à chaque enfant. On va écouter le témoignage de Marine, si vous le voulez bien. Elle est éducatrice spécialisée en Nouvelle-Calédonie. L'éducateur spécialisé, c'est de permettre à cet enfant d'avoir un adulte de référence qui puisse l'accompagner à l'école et qui puisse être davantage rassuré pour pouvoir arriver à entrer dans l'école, à entrer dans la classe, à être en relation avec les autres enfants. Donc mon travail, c'est d'adapter ce système scolaire aux besoins et au profil de l'enfant. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est de travailler avec les autres enfants de la classe et de leur apprendre ce qu'est la différence, ce qu'est le handicap et de les aider aussi à accompagner les enfants. Donc très souvent, en plus ils sont jeunes, plus ils ont envie d'aider, de découvrir. Donc ils vont leur donner la main dans les trajets, ils vont les aider à faire les activités. Donc voilà, j'ai vraiment un travail de permettre à l'enfant présentant un trouble autistique d'intégrer un système ordinaire et de permettre aussi aux enfants d'accueillir la différence et le handicap. Elisabeth, le premier parcours de la combattante, c'était donc le diagnostic. L'inscription à l'école, c'est la deuxième étape. Ah oui, c'est la deuxième étape parce que, effectivement, comme le souligne le docteur, ces enfants ont besoin d'avoir des accompagnants. Pour avoir un accompagnant, il faut s'adresser à cet Everest qui s'appelle la maison MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, que je rebaptise mollusque dormant paresseux mais néanmoins hostile. Des mois pour avoir une notification, des délais qui peuvent aller jusqu'à 18 mois pour recevoir simplement le courrier qui, miracle, vous attribue une auxiliaire de vie scolaire. Mais quand le courrier, vous le recevez, l'auxiliaire de vie scolaire, elle n'arrive pas le lendemain. Je connais des familles qui ont attendu 4 ans pour avoir une AVS. Donc pendant ce temps-là, les enfants enfilent des perles. Donc moi, j'ai eu la chance... Il a fallu le renouveler 4 fois entre deux. Oui, aussi, parce qu'un dossier, effectivement, un dossier à la MDPH, il faut le renouveler tous les 18 mois, comme si l'autisme disparaissait, s'évaporait. Donc on nage en plein surréalisme. Mais alors que, effectivement, ces accompagnants sont essentiels. Regardez la web-série, là, tout à l'heure. Typiquement, son l'accompagnante d'Alexandre, elle lui a appris à aller vers les autres, demander à aller jouer au foot. Et puis, voilà. Et aujourd'hui, les progrès sont phénoménaux. Donc là encore, gros retard français et gros scandale, parce qu'en plus, la MDPH, ça varie selon les départements. Il y a des départements où ça se passe très bien, d'autres, ça se passe très mal. Donc on a affaire à un problème de législation, un problème d'égalité républicaine même. Et c'est aussi la MDPH qui attribue toutes les allocations financières pour les prises en charge paramédicales, l'ergothérapie des enfants qui ont des difficultés à écrire. Pour basculer au clavier, il faut payer un ergothérapeute 50 € la séance hebdomadaire. Donc voilà. Là aussi, c'est important parce que des fois, ils redemandent de refaire des bilans, comme si l'efficience intellectuelle des enfants allait changer tous les 6 mois, donc de refaire des bilans régulièrement pour pouvoir accéder à la MDPH. Et alors, juste pour l'AVS, ce qui est important, c'est que c'est pas toujours que dans la classe, des fois, pour les enfants avec atteints d'autisme, ça va être des AVS, justement, pendant les temps de récré ou de cantine avec les autres. Ça, AVS, on le répète, auxiliaire de vie scolaire. Et ce qu'il faut aussi faire comprendre, et c'est pour ça que c'est important de changer le regard sur l'autisme et que ces chiffres qu'on a vus au début étaient intéressants, d'intelligence particulière, ce qu'il faut faire comprendre, c'est que des enfants autistes apportent à leurs camarades de classe parce que ça développe l'esprit d'entraide, de collaboration, et donc les autres élèves, les élèves neurotypiques, comme les autistes nous appellent, ils gagnent aussi. Alors changer le regard et mettre en valeur la différence, effectivement, c'est tout l'enjeu. Regardez cette illustration et cet exemple du côté de la Martinique. Autisme, en Martinique, des activités qui créent du lien. Favoriser le lien entre enfants autistes et non autistes, c'est l'un des buts de l'association martiniquaise Vie en Âge Autisme, créée en 2013. Goûter, jeux, contes, kayak ou danse, l'association propose régulièrement des rencontres ouvertes à tous. Pour Catherine Alonso, membre de l'association et mère d'un enfant autiste Asperger de 10 ans, ces rencontres sont essentielles. Elles permettent à nos enfants autistes de partager des activités et des loisirs avec leurs frères et leurs sœurs. Des moments qu'ils n'ont pas l'occasion d'avoir, car souvent au quotidien, au sein de la famille, c'est la gestion du handicap qui prime. Ces rencontres permettent véritablement de développer en eux le partage, la socialisation et également l'autonomie et des liens
créer des liens forts entre enfants autistes comme eux, mais aussi entre enfants non autistes, adultes non autistes, voire même des personnes qui ne font pas partie de leur famille proche. Mardi 2 avril aura lieu la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. En Martinique comme ailleurs, ce sera également l'occasion pour les 3500 personnes autistes et leurs familles de se rencontrer et d'échanger, mais aussi de sensibiliser la population et les pouvoirs publics. Sensibiliser la population, c'est essentiel aussi pour lutter contre les préjugés, la méconnaissance autour de l'autisme. Absolument, et je tenais à témoigner aussi parce qu'on a parlé un peu que des Asperger, et je pense à tous les parents dont les enfants ont un autisme plus lourd. Simplement, effectivement, ils développent peut-être des troubles du comportement par défaut de prise en compte et de prise en charge de leur métier. Les troubles du comportement ne sont pas un symptôme de l'autisme. Ils sont aussi des symptômes qu'on a nous-mêmes générés et qu'on génère parce qu'on ne prend pas en compte leurs différences et surtout la sensorialité, le fait que la lumière, que des choses, que des bruits vont les faire hurler, pas parce qu'ils sont mal élevés. Souvent, on a le regard comme ça de jugement. Ah, mais élevez mieux votre enfant, etc. Non, il est pas mal élevé, il est autiste et vous aussi, il vous trouve bizarre. C'est un petit slogan qu'on a essayé, enfin qu'on va sortir aussi. Mais voilà, oui, ce changement de regard, il est très très important. C'est surtout, il y a aussi même de façon internationale un slogan qui dit que le pire ennemi de la prise en charge de l'autisme, c'est l'ignorance. Et vraiment lutter contre l'ignorance. Merci aussi donc pour cette émission. Lutter contre l'ignorance, c'est le premier pas. Et sur la compréhension du fait de leurs différences, c'est ça qui, je pense, va vraiment les aider. Sur l'accès à l'emploi, on n'a aucune donnée chiffrée particulièrement, mais le constat général, c'est que l'autisme demeure un frein important à l'emploi. On se prive de talents colossaux. Bien sûr, on se prive de talent. J'ai rencontré il y a quelques mois le patron d'une start-up dans la Silicon Valley spécialisée dans l'intelligence artificielle sur un effectif de 30 ingénieurs. Le tiers est Asperger et il m'expliquait, autiste Asperger, parce qu'ils ont des compétences que les neurotypiques n'ont pas. Aux États-Unis, un basketteur autiste vient d'intégrer la Ligue universitaire, qui est l'antichambre de la NBA. En Israël, l'armée emploie des autistes Asperger dans des domaines très spécifiques de renseignement électronique. Mais les choses avancent un petit peu en France. Là, j'ai appris qu'une convention avait été signée avec le ministère de la Défense en France, donc pour intégrer des ingénieurs, des adultes autistes sur ces systèmes très pointus de renseignement cartographique. Donc les choses bougent, mais trop lentement. Oui. Mais c'est important de parler de ces modèles adultes parce qu'ils ont réussi ce chemin parce qu'ils ont été pris en charge correctement enfants. Précocement. Bon, on va rester quand même sur cette petite note d'optimisme. Les choses bougent, même si on a compris évidemment que ça bougeait beaucoup trop lentement et que évidemment l'enjeu de la rapidité, l'enjeu de cette prise en charge précoce qui détermine après tout le succès de la scolarité et de l'inclusion dans la vie sociale. En tout cas, merci beaucoup d'être venue nous en parler aujourd'hui sur ce plateau. Je rappelle, Elisabeth Choungui, votre livre, Le jour où tu es née une deuxième fois, c'est très beau. C'est très émouvant et c'est surtout une très belle déclaration d'amour à votre fils. Merci beaucoup, Elisabeth. Andy, je vous laisse rejoindre la cuisine. On va passer à la deuxième partie de cette émission.